Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bon, pour une fois, on n'est pas ensemble physiquement, mais il n'y avait pas le choix, hein. Vous rentrez de l'étranger, c'est ça, non? Bon, j'étais la semaine dernière à Porto au sommet social et la consigne qui est donnée, c'est qu'il faut un peu d'isolement en rentrant Bon, du Portugal. Donc, comme pour tout le reste, j'essaie d'appliquer les règles. bon, très bien. Écoutez, on parle de cette campagne de vaccination qui avait démarré en France, mais quand on regarde, le gouvernement est en passe d'atteindre, puisque le 15 mai, on y est presque, son objectif de 20 millions de premières injections à 1 ou 2 jours près. On peut dire mission accomplie pour le gouvernement? Oui, en tout cas, on voit bien que ça est complètement accéléré, que les choses sont en place, qu'il y a les doses maintenant, même si on voudrait encore en avoir plus pour aller plus vite. Et puis, c'est formidablement organisé. Moi, je rentrais dans la catégorie des personnes qui pouvaient, à partir de lundi, se faire vacciner. J'ai regardé dans un centre, comme tout le monde, pour prendre rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous lundi après-midi dans une organisation, dans un centre de l'assurance maladie parfaite. À la fois sur la forme et sur le fond. Voilà, on peut se réjouir dans un pays qui a cette protection sociale, ces services publics qui permettent, et ces agents et ces salariés qui permettent de répondre aux enjeux de la vaccination, dont on sait que c'est la seule voie pour retrouver une vie un peu normale. En revanche, la vaccination au travail, Laurent Berger, ne décolle pas. Quelques centaines de milliers d'injections sur 25 millions de salariés. On se dit que c'est pas assez. Vous avez fait une conférence de presse il y a une semaine, hein, je crois, c'était avec Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF. Pourquoi ça ne va pas assez vite et qu'est-ce qu'on fait pour accélérer les choses? Parce qu'il n'y a pas assez de doses qui sont affectées au service de santé au travail. Et Il n'y que a le pas aussi une service de santé réticence de la part des salariés à se faire vacciner avec de l'AstraZeneca? que ce soit dans le travail ou pas dans le travail, comme tout le monde. Il y a une résistance qui est dommage, mais c'est de toute façon pour les plus de 55 ans. Aujourd'hui, on est rentré dans le monde du travail pour des gens à partir de 50 ans. Et puis pour ceux qui ont des comorbidités, pardon. C'est sûr que l'avantage de se faire vacciner sur le travail, c'est qu'on peut repérer les salariés qui sont dans les cibles et qui ne sont pas forcément aujourd'hui vaccinés. Donc l'idée, c'est une facilité. Moi, je ne dis pas qu'il faut plus au travail qu'ailleurs, mais il faut donner cette possibilité, comme on le fait tous les ans pour le vaccin contre la grippe, de se faire vacciner sur le temps de travail dans les services de santé au travail, où, je rappelle, il y a des professionnels de santé, des médecins, Mais des donc, vous demandez infirmiers. quoi aux employeurs concrètement pour accélérer les choses? Non, mais il faut demander, je crois qu'il faut que les services de santé au travail soient reconnus en tant que tels, c'est pour ça qu'on a fait cette conférence de presse avec Geoffroy Roux de Bézieux, soient reconnus en tant que tels comme des acteurs de la vaccination, et particulièrement de la vaccination des salariés les plus exposés. Lorsque j'ai fait cette conférence de presse, on était dans un centre qui suit par exemple des salariés de la propreté, qui sont sur multi-sites. Et on est sûrement plus adapté dans les services de santé au travail pour leur proposer à travers y compris des bus itinérants de la vaccination, que la médecine générale, qui parfois est un peu surbookée et auquel ils n'ont pas forcément accès. Donc l'idée, c'est pas de faire de la concurrence, l'idée, c'est de considérer qu'on a aussi, à travers les services de santé au travail, la possibilité d'accélérer et de mettre en place la vaccination, notamment pour les salariés les plus exposés, dont je rappelle qu'ils sont encore nombreux à ne pas être vaccinés. Ouais. Alors, autre sujet dans l'actualité, on l'évoquait juste avant avec Bruna Basini du JDD, les députés qui discutent en ce moment d'une proposition de loi pour qu'il y ait plus de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. Cet objectif, c'est de 40% de femmes dans les comités de direction en 2030. Il faut vraiment, pour vous, briser ce plafond de verre dans la carrière des femmes vers les plus hautes marges du Oui, c'est pouvoir clair, économique? il faut briser ce plafond de verre. On a bien vu, on a des expériences aujourd'hui. Lorsqu'on l'a fait à travers des politiques de quotas dans les conseils d'administration, ça fait de nous, vous l'avez dit tout à l'heure, un des pays les plus performants sur le sujet, 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir la même logique dans les comités de direction, dans les comités exécutifs dans les entreprises. Nous, on réclame même que ce soit dans les entreprises de plus de 250 salariés, parce que là, on est très en retard. Et encore une fois, on n'a pas de problème de sourcing de femmes compétentes pour le faire, on a un problème de plafond de verre, donc il faut le rompre, c'est une bonne chose. Mais concernant les discriminations que subissent les femmes, il ne faut pas oublier non plus le plancher collant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aura, en termes de discrimination qui touche les femmes dans le monde du travail, à agir aussi sur ces professions fortement féminisées et qui, comme par hasard, sont celles qui ont le moins accès à l'information, qui ont les salaires les plus faibles et qui ont la précarité de l'emploi. Donc c'est ces deux leviers sur lesquels il faut jouer. Moi, je me réjouis qu'il y ait le premier, le plafond de verre qu'on essaye de briser, et je soutiens donc. Et pour vous, il faut légiférer, c'est-à-dire qu'il faut Mais légiférer, miser sur la le, bonne volonté des entreprises, ça ne marche pas.
Non, il faut légiférer, on le voit bien. Ça a marché sur les conseils d'administration? Parce qu'il y avait une obligation, il y avait une contrainte. Donc sur les comités de direction et les comités exécutifs, il faut le faire aussi. Et sur les salariés peu qualifiés qui subissent aussi les discriminations parce qu'elles sont des femmes la plupart du temps, eh bien, il faut aussi être beaucoup plus volontariste. Donc tout ce qui va dans ce sens est soutenu par la CFDT. Ouais. Le MEDEF est pour aussi les quotas, mais pas les sanctions, qu'il trouve trop élevées, 1% maximum de la masse salariale pour les entreprises hors la loi. Et ils Oui, auraient mais préféré du name and shame, qu'on les dénonce. non, mais l'autorégulation par le patronat, ça n'a jamais vraiment fonctionné, pas plus sur ce sujet-là que sur la question, par exemple, des très hautes rémunérations abusives. Donc, je crois qu'il faut de l'incitation très forte. Ça passe par un discours, une volonté d'égalité. Ça passe aussi par des contraintes et donc des sanctions si on ne répond pas aux contraintes. Bon, on a une seule femme dirigeante au CAC 40. C'est problématique pour vous? Oui, c'est problématique. On en avait plusieurs. On en avait deux et il y en a une qui a été Ouais. débarquée. Enfin, deux Oui, wins, ça reste pas beaucoup. Hein. Même si tout à ça en fait. fait 50% de moins. Hein. Non, bien sûr, mais c'est dramatique qu'on ait aussi peu de femmes qui soient dirigeantes de grandes entreprises. Et encore une fois, 10% du SBF 120. C'est pas un problème de talent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un problème de discrimination. Et donc, il faut rompre ce cercle vicieux. Et il faut donc contraindre à davantage de femmes qui accèdent aux postes de responsabilité. Mais je réinsiste sur le fait que les discriminations au travail subies par les femmes se passent aussi au bas de l'échelle, si je puis dire. Et là aussi, il y a des actions à mener qui pourraient être beaucoup plus fortes et beaucoup plus incitatives pour les entreprises. Alors l'exécutif signe un autre sujet qui veut prolonger, renforcer les jours de congé qui sont imposés par l'employeur. 8 jours au lieu de 6 actuellement, prolongés jusqu'au 31 octobre. Et vous n'y êtes pas favorable, j'imagine. Et vous comprenez que ça grince un peu du côté des salariés? Oui, je ne suis pas favorable, surtout que la logique qui pourrait prévaloir, c'est celle du fait que ce soit imposé. Et nous, depuis le début de cette crise, il se passe quoi? Les travailleurs font des efforts comme les autres. Ils la subissent comme les autres. Qu'il y ait nécessité de prendre un certain nombre de jours de congé pour ne pas les accumuler, etc., notamment quand on est en activité partielle, quand on est en activité réduite, tout ça peut s'entendre à condition qu'il y ait du dialogue social et de la concertation. Et malheureusement, on peut craindre que ce ne soit pas le cas. Et donc, c'est dérangeant à double titre. D'abord parce qu'on voudrait imposer aux salariés ces congés sans vraiment en débattre avec leurs représentants du personnel. Puis c'est un peu dérangeant aussi sur le côté, les salariés, finalement, ils voudraient un peu en profiter. Et sitôt que ça va redémarrer, ils vont se mettre en congé. C'est pas comme ça que ça va marcher. Hein. Moi, je rencontre tous les jours des travailleurs qui ont juste une envie, c'est de reprendre l'activité de façon normale. Donc, là encore, il ne faut pas que le gouvernement perde de vue que ce qui nous a permis de traverser cette épreuve, c'est le dialogue social et la responsabilité des acteurs. La responsabilité des acteurs, c'est aussi de dialoguer et de concerter, et pas simplement de décider tout seul, comme ça pourrait être fait sur les congés payés. Alors, autre sujet plus réjouissant, la réouverture des restaurants. Vous avez prévu d'aller au restaurant le 19 mai ou pas? Je crois que j'irai à minima sur une terrasse boire un verre. Ouais, apparemment, ça va être compliqué, hein. Il faut réserver. Mais on sait oui, il faudra réserver, mais non, je pense que c'est une bonne nouvelle. On aspire tous, je crois, à retrouver une vie un peu normale. Mais pas tous les restaurants vont ouvrir. On sait que c'est seulement un quart des restaurants possèdent une terrasse. Et donc, un quart d'entre eux peuvent effectivement, pour le coup, pourront rouvrir, sans compter que la jauge sur la terrasse sera de 50% pour commencer. Donc, pour beaucoup de restaurateurs, ça sera pas possible ou pas rentable de le faire, encore une fois, du fait de la jauge, etc. Donc, la vraie réouverture, elle n'est pas pour tout de suite non plus. Oui, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues, que lorsque ça n'est pas rentable, eh bien, les aides vont se poursuivre. Tout ça, vous savez, c'est l'équilibre entre des règles sanitaires qu'on ne maîtrise pas, donc je ne suis pas un spécialiste, je le répète. Mais la feuille de route des restaurateurs, pour vous, elle est clairement dessinée, telle que imposée, en tout cas par le gouvernement? Oui, mais il y a une perspective. Donc c'est cette perspective dont il faut se réjouir. Et ensuite, évidemment, il y a encore une pression assez importante sur les services hospitaliers. Et donc, il faut le faire en biseau. Mais il y a quand même une perspective. Donc, il faut s'en réjouir. Et après, il faut continuer à soutenir les aides. Vous savez, sur l'emploi, on va avoir un défi énorme sur l'emploi et l'activité économique. C'est de continuer à soutenir les secteurs les plus en difficulté, mais arrêter d'arroser le sable. Parce que depuis 1 an et demi, maintenant, on a des aides, mais qui parfois ne sont pas forcément très bien orientées. Lesquelles, par exemple, Laurent Berger, c'est intéressant, lesquelles? Bien, les entreprises. Vous reprochez au gouvernement le quoi qu'il en coûte, alors? Non, je ne le reproche pas du tout. Je dis que c'était absolument nécessaire, donc c'était difficile de faire autrement. Mais il y a certaines activités ou certaines entreprises dans des activités, je pense à
lorsqu'on a calculé, par exemple, les aides au mois de novembre, décembre, janvier, février, sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'année, et que vous êtes dans une saisonnalité extrêmement forte, et que vous avez bénéficié des aides alors que d'habitude, vous êtes fermé. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace, mais je ne dis pas que c'était facile de faire autrement. Je dis juste que maintenant, il va falloir être beaucoup plus ciblé. Il va falloir faire quasiment du sur-mesure. Il va falloir avoir des conditions. C'est ce que nous dit le gouvernement d'ailleurs. On va faire du sur-mesure. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas. Vous avez remarqué que je n'étais pas en situation d'opposition, je suis en situation de précision de ce qu'on porte. Et puis, il va falloir aider les salariés les plus impactés sur le terrain de l'emploi. On va avoir un vrai problème. Il va y avoir des gens qui vont avoir du mal à redémarrer parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'il y a un risque aussi de précarisation de l'emploi en reprise d'activité. Donc tout ça, il va falloir le regarder extrêmement finement. On va rentrer dans cette période délicate de reprise d'activité, mais où les difficultés ne vont pas tomber pour autant, malheureusement. Et donc, il va falloir que ça se fasse aussi, là aussi, dans beaucoup de concertations, pour qu'on ait des approches territoriales, parce que ce n'est pas la même réalité si on prend... par exemple, le tourisme, ce n'est pas la même réalité en Île-de-France que dans un certain nombre de zones côtières de notre pays. Eh bien, tout ça, ça mérite d'être travaillé aussi au niveau territorial. Ça va vraiment être un moment délicat. Nous, on avait souhaité que ce soit très anticipé. On est en travail avec le gouvernement sur ces sujets-là. Mais il ne va pas falloir oublier toutes ces dimensions pour que ça se passe au mieux, cette période de reprise. Mais cette progressivité qui est annoncée par le gouvernement dans la sortie de ces aides, pour vous, c'est de bon augure, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut passer du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive, nous a dit Gabriel Attal. Oui, c'est une formule. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenir un certain nombre d'aides dans des secteurs qui sont très impactés, qui en ont besoin, où la reprise ne va pas se faire automatiquement. On pense notamment à l'aéronautique. Mais il faut aussi les conditionner. Il faut les conditionner en termes d'emploi, en termes de dialogue social, en termes d'évolution des compétences des salariés. Enfin, il va falloir aussi que les entreprises assument une part de responsabilité dans cette période de reprise lorsqu'elles voudront continuer de recevoir des aides. Dernier point, Laurent Berger, vous défendez l'idée d'une taxe temporaire, j'insiste sur le temporaire, sur les ultra-riches pour financer un plan en faveur de la jeunesse qui est largement trinqué lors de cette crise. À partir de quel niveau de richesse on serait taxé, selon vous, si c'était mis en place? On parle de salaire, on parle de patrimoine, pour savoir bien qui, non, on parle de patrimoine, qui est concerné. Il faut taxer ceux qui sont, je parle des ultra-riches, c'est un peu la lignée de ce que dit Gabriel Zucman, qui est un économiste français. L'idée, c'est quoi? C'est que notre jeunesse, elle a morflé, très dur, et continue de le faire, en termes d'emploi, en termes d'insertion dans la vie sociale, en termes d'accès à la culture, de voyage, dans tout ce domaine. Il va falloir qu'on ait un plan de rattrapage à destination de cette jeunesse. S'il y a des choses qui se discutent autour de la garantie jeune universelle, la CFDT le défend, c'est-à-dire une allocation pour tous les jeunes qui en ont besoin et en même temps un accompagnement vers leur insertion professionnelle et sociale, mais il y aura des choses aussi pour leur donner des chèques culture, peut-être pour les aider à aller à avoir une vie sociale. Mais pourquoi ne pas mettre ça dans le plan de relance? Pourquoi ne pas mettre ça dans le plan de relance? Est-ce que ce serait, c'est pas suffisant aujourd'hui ce qui est prévu, est-ce que ce serait choquant que les ultra-riches, qui n'ont rien perdu dans cette période, voire qui ont gagné, qui détiennent, je le rappelle, 10% de la population détient 50% du patrimoine en France, est-ce que ce serait choquant qu'à l'instar de ce qu'ils ont fait de façon volontaire, au moment de Notre-Dame, par exemple, en disant on va préserver notre patrimoine et notre histoire, et donc on va aider à la reconstruction, et bien là, c'est à peu près la même logique, c'est la reconstruction ou la construction de l'avenir en soutenant notre jeunesse, et la contribution de ceux qui peuvent se le permettre. À partir de combien alors? Vous n'avez pas répondu, Laurent Berger. À partir de quel niveau de richesse de patrimoine alors? À partir du moment où on est multimillionnaire, je crois qu'on peut faire... C'est quoi? C'est 5 millions, 2 millions, 10 millions? Il faut regarder, c'est pas à moi de fixer. Déjà, si on était d'accord sur le choix politique à faire, on trouverait le bon niveau. Mais je le rappelle, il y a aujourd'hui des gens qui sont très, 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 très riches. Et ce n'est pas absolument insupportable qu'ils puissent contribuer à un peu de solidarité à l'égard de la jeunesse. Après, si on fait des calculs, vous savez qu'en termes de recettes taxables... Vous savez, il s'agit de trouver quelques 1, 2, 3 milliards. Non, on parle de ça. Est-ce que le compte serait bon? Parce qu'est-ce qu'on aurait des recettes suffisantes pour financer un grand plan? On sait que le rendement, souvent, sur ce... En tout cas, on est en centaines de millions d'euros, là où les besoins sont en milliards ou en dizaines de milliards. Il y aurait deux éléments importants. Ce serait un apport de ressources qui peut être conséquent. Symbolique. Si on le faisait au niveau européen, c'est plusieurs milliards. Et l'ensemble de la jeunesse européenne est impactée. Et puis, il y a des questions de symboles. Aujourd'hui, je n'ai pas tellement envie qu'on sorte de cette crise avec une jeunesse qui ait plus de ressentiment à l'égard des générations qui la précèdent que d'espoir.
il faut lui redonner de l'espoir. Si on veut lui redonner de l'espoir, de la perspective, ce n'est pas anormal qu'on fasse jouer de la solidarité. Là encore, je parle de ceux qui sont très très riches. Ça paraît presque du bon sens finalement. Ouais. Et pourtant, le gouvernement n'a pas de bon sens, parce qu'on n'a pas le sentiment que vous ayez été entendu, en tout cas retenu. Cette proposition n'est pas retenue aujourd'hui. Le gouvernement a une position dogmatique aujourd'hui sur tout ce qui touche au prélèvement et à la fiscalité. Là, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de réforme fiscale, même si je crois aussi que là, il y aura des choses à faire, y compris pour mettre la contribution du capital au même niveau que la contribution du travail à la fiscalité. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, on parle de quelques centaines de ménages qui pourraient contribuer davantage. Je pense que ça aurait du sens de le faire et de sortir du dogme pour faire un peu plus de pragmatisme, dont ils se réclament pourtant parfois. Ouais. Après, on sait qu'en France, souvent, ça arrive, hein, les taxes qui sont temporaires, elles deviennent définitives. Comment on s'assure de ne pas tomber dans cet écueil? Il y en a certaines temporaires qui n'ont pas subsisté. Je pense en 76, tout ça est un peu loin, on était très jeunes. Enfin, moi, j'étais très jeune et vous, encore peut-être pas nés. Mais en 76, sur la sécheresse, il y a une taxe pour soutenir les agriculteurs. Ça a duré le temps qu'ils puissent se remettre. Ouais, mais ça c'est le contre-exemple. Hein. Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Sur l'ensemble des Français. Oui, mais excusez-moi, vous n'allez pas réussir à me faire pleurer sur les gens qui sont ultra riches, à qui on demande un peu de solidarité à l'égard de la jeunesse. Ce n'était pas l'objectif. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. La prochaine fois, on vous voit en chair et en os. Hein. Promis. À bientôt. Merci, à bientôt.